Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Nous sommes très heureux de recommencer l'expérience après l'épisode pilote, qui fut un beau succès, on peut le dire. Merci pour votre témoignage d'appréciation. Aujourd'hui, dans notre balade au cœur du rétablissement, nous avons décidé de vous parler plus particulièrement de l'identité négative. Comment on ne s'aime pas, comment on se juge, comment la honte vient nous tordre les entrailles et nous faire fuir de nous-mêmes. Ce manque d'estime de soi n'est pas toujours là où on l'attend, on va vous en parler. Souvent, elle se cache derrière de beaux costumes, on va aussi démystifier tout ça avec vous. Mais aussi, on va instaurer aujourd'hui un nouveau segment en fin d'épisode qu'on a intitulé « La boîte à outils », où on va vous partager quelques outils pratiques très simples à mettre en œuvre. Mais ce podcast ne serait pas complet sans nos invités. Aujourd'hui, on accueille un participant de l'organisme, qui fait aussi partie de notre CA d'ailleurs. Il va nous partager son vécu en lien avec l'estime de soi à travers son chemin de rétablissement. Je prends encore quelques instants pour remercier le projet DataAid géré par Centraide Laurentide, qui nous permet d'avoir du matériel de haute qualité pour le plaisir de vos oreilles, on l'espère. Avant de démarrer, juste un petit tour de table. Les voix que vous entendrez sont celles de l'équipe d'intervenants. José. Bonjour. Sébastien. Bonjour, hi. Mario. Bonjour. Geneviève. Bonjour. Et moi-même, Catherine. On vous remercie pour l'envoi de vos questions. On y porte une grande attention pour nourrir justement ces épisodes et choisir les thèmes au fil des épisodes. Alors, comme je disais, un participant a accepté avec beaucoup de générosité notre invitation à venir partager un bout de son histoire. Bienvenue, Bruno. Merci. Merci d'être là. Alors, Bruno, pourrais-tu nous parler du regard que tu portes sur toi par rapport à ta valeur? Puis peut-être comment ce regard a évolué à travers ta consommation versus ton rétablissement. Certainement. Donc, merci pour l'invitation. C'est comme je discutais à un moment donné avec Sébastien. Par rapport à la consommation, j'ai été habitué dans les mouvements d'entraide à regarder mon histoire de vie, mettons, par rapport à la consommation. Tu sais, d'où est-ce que je pars, où est-ce que je suis arrivé, tout ça. Ça fait au moins un mois que je suis au courant qu'on va participer au podcast sur l'estime de soi. Puis ça m'a permis de faire une réflexion, justement, de regarder mon histoire, mais au lieu de prendre la base de la consommation, j'ai pris la base de l'estime. Et puis, j'ai fait plusieurs ateliers au fil des dernières années dans lesquels on discutait d'estime. Il y a deux choses que je pense qui sont remontées le plus. La première, c'est de dire que l'estime de soi se construit à la tendre enfance. La deuxième, c'est le rap, qui est la signature de José. Le besoin de Non, pas ce rap-là. Non, c'est pas ce rap-là. Mais c'était beau, par exemple. Tu veux-tu en refaire un autre bout? Non. Ça va être au 3e épisode. C'est ça. Besoin de reconnaissance, besoin d'affection, besoin de protection. Donc, je pars de là. Et je veux pas, on s'entend, là, tu sais, là, je vais pas commencer à accuser mes parents de m'avoir éduqué tout croche. Je vais par contre communiquer comment est-ce que moi je l'ai interprété comme enfant. J'ai une mère qui m'aime beaucoup et le besoin de reconnaissance, il est là, mais il est démesuré, selon moi. Le discours que j'entends, c'est toi, Bruno, tu as tellement de capacités que tu vas pouvoir atteindre ce que tu veux dans la vie. Si tu le veux vraiment, tu vas l'atteindre. De l'autre côté, j'ai un père qui s'en va, mettons, j'avais 6 ans, 5-6 ans, et je sens que je ne suis jamais à la hauteur. Donc,
peu importe ce que je fais, ce que je reçois, c'est une critique tout le temps. Donc, je grandis avec ça, avec un côté de ce que j'entends, c'est je vais pouvoir atteindre n'importe quoi, les plus hauts sommets. Puis d'un autre côté, ce que tu fais, c'est jamais correct. Donc, je grandis avec ça en ayant l'attente de moi-même de tout faire à la perfection. Donc, je grandis avec l'attente de moi-même de tout faire à la perfection. C'est énormément de pression. Moi, avec moi-même, c'est sûr qu'à un moment donné, il a fallu que je trouve une façon d'être bien. Puis le médicament que j'ai choisi, ben c'est les substances. L'alcool et les substances. On s'en va là-dedans. On sort des substances parce qu'à un moment donné, le problème devient... la solution cause des problèmes, puis les problèmes sont tellement importants que la solution ne fonctionne plus. Ouais. Puis à un moment donné, ben la consommation, c'est ça fait plus la job. Fait qu'on essaye autre chose, je rentre en thérapie, je ressors de thérapie, je fais des mouvements d'entraide, tout ça, je découvre Don Rémy, puis là, on s'en va creuser un peu plus qu'est-ce qui se passe en dedans, puis tout ça. Je pense que l'idée, c'est juste d'avoir conscience de où est-ce que je pars, tu sais. J'ai eu dernièrement un épisode de problème de poumon. Et je passe des radiographies, puis ils se rendent compte que j'ai une vieille fracture aux côtes. Je joue au golf. Puis j'ai tellement pratiqué que je me suis fracturé des côtes. Wow. C'est même pas à travers des événements majeurs de nos vies. Des fois, c'est plus comme dans le quotidien qu'on constate à quel point notre passé a teinté ou continue de teinter nos actions à travers des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, au fond de toi, tu es capable d'expliquer avec des choses un peu plus profondes de par l'introspection que tu as quand en fait, en fonction de ton investissement ici ou dans tes démarches personnelles. C'est quand même, c'est pas rien, je trouve, d'être conscient de ces choses-là. Là. Ben, je pense l'idée, tu sais, c'est pas de claquer des doigts puis de guérir. Tu sais, l'idée, c'est d'en prendre conscience puis de se regarder aller. Puis c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible, tu sais. Puis ça va se teinter même dans mon environnement de travail, tu sais. Moi, je reçois une critique, là, puis ça me prend 5 minutes. Je suis sur LinkedIn en train de regarder, voir s'il y a d'autres jobs ailleurs, là. Y a-t-il quelqu'un qui fait ça ici? C'est intéressant de voir comment le perfectionnisme est aussi une marque, comme un symptôme de, quelque part, une faille d'estime personnelle. Ben, c'est une faille, c'est que si un mécanisme de compensation. C'est ça, c'est que si je suis pas capable d'atteindre un niveau de perfection, c'est ma valeur intrinsèque qui en prend un coup. C'est ça. Qui en prend un coup. Moi, je peux pas faire partie de la gang, tu sais, juste d'être average. Fait même dans le rôle au CA de Don Rémy, là, je voulais pas, volontairement, je voulais pas avoir de rôle comme trop important. Parce que Faire face à l'échec. je veux me pratiquer à prendre mon trou. Ah, OK. Oui. Intéressant. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de l'estime, la valeur que je me donne devrait pas être affectée par le geste que je pose. Mais moi, j'ai appris à fusionner les deux, puis à dire je suis quelqu'un si je fais les choses à la perfection. Bruno, des fois, on se demande, l'œuf ou la poule, est-ce que c'est... on parle de consommation, est-ce que c'est la consommation qui nous amène à avoir une image défavorable de nous-mêmes, ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'opposé? Est-ce que l'image de nous-mêmes nous amène à vouloir geler cette conception-là qu'on se fait de nous, le visage qu'on voit dans le miroir au quotidien? Comment toi, tu as expérimenté ça? Tu as eu l'impression que ta mésestime ou ta quête de perfection t'a donné des munitions pour vouloir consommer, ou est-ce qu'au fur et à mesure, tu as eu l'impression que c'est le contraire, que c'est un petit peu installé? Au moment où j'ai commencé à consommer, je devais avoir 14 ans. J'avais 14 ans. Et à 14 ans, j'étais assez populaire. Tu sais, ça allait bien, moi, de mes affaires. Tu sais, à 14 ans, c'est ça, j'avais mon cercle d'amis, puis c'était moi qui décidais qu'est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait, puis tu sais, puis les filles, c'était avec moi qui voulaient se coller, tu sais. Puis c'est là où j'ai commencé à consommer, puis j'ai associé tout de suite la consommation, l'alcool, à ce moment-là, c'était uniquement l'alcool, avec le plaisir. Fait qu'il y a quelque chose qui relâchait.
Je sais pas quoi qui relâchait. Après ça, je suis devenu pas mal moins populaire. Là, tu sais, là, à 16-17 ans, là, tu sais, les boutons qui poussent, puis aussi le fait que tu sais, j'étais pas du monde. Là, ça avait, tu sais, j'étais tout le temps sous. Là. Tout le temps sous. Fait que on s'entend que les filles s'éloignent, tout ça. Puis là, j'ai développé de la colère. Là. Tu sais, j'ai développé de la colère envers la planète entière. Comme quoi, je recevais pas ce que je méritais. Pas ce qui t'était dû. Fait que, tu sais, j'ai consommé pour le plaisir. Ça s'est transformé en colère. Puis à un moment donné, ben cette colère-là, elle s'est revirée contre moi, là. Tu sais, puis quand je suis rentré en thérapie, je peux pas dire que je m'aimais beaucoup, là. Tu sais, je me souviens, un des objectifs de ma thérapie, c'était amener Bruno G à avoir une image réaliste de lui-même. C'est ça. Il y en avait 2 autres, je m'en souviens même plus c'est quoi, je me souviens juste de celle-là. Pourquoi je me souviens de celle-là? C'est parce qu'elle m'avait fait chier. T'en es où par rapport à cet objectif-là? Je pense que c'est un work in progress. Tu sais, essayer le plus possible de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans. De dire, OK, j'ai une émotion, j'ai le droit de l'avoir, on l'accueille. Puis on regarde pour de vrai qu'est-ce qui se passe. OK. Ouais. Le mieux possible. Ben, merci Bruno. On va aller plus avant justement dans ces questions. Tu as mis beaucoup de choses en avant, notamment l'estime qui touche la valeur de soi versus la confiance qui est plus au niveau de son comportement. Tu as déjà mis en place des aspects de perfectionnisme, comment c'est difficile de prendre la critique quand on a une faible estime. Tu nous as aussi parlé de l'écart que c'était entre comment on se voyait, comment on était réellement et comment on projetait l'image de soi qu'on devrait être. Ouais. Et c'est ça, cet écart-là, non seulement qui nous donne de la souffrance, qui augmente notre sentiment de honte parce qu'on n'arrive jamais aussi, puis met en place tous nos mécanismes de compensation. Alors donc, je t'invite à rester avec nous pour la suite, à intervenir dans cet échange ici entre nous. J'aurais envie de lancer la première question. Comme José avait dit justement dans notre épisode pilote, on ne détecte pas toujours un manque d'estime de soi. Une surestime de soi, autant qu'une mésestime de soi, c'est le résultat de la difficulté à reconnaître justement ses propres valeurs. J'aurais le goût de vous entendre par rapport à ça, qu'on développe un peu ça. Ouais. Moi, l'identité négative, c'est un sujet qui est très émotif pour moi. Je ressens actuellement beaucoup d'émotions qu'on discute de ce sujet-là parce que ça a été, dans mon propre rétablissement, une période de grande noirceur. Et la grande noirceur était beaucoup liée au fait, quand j'ai arrêté de consommer et que j'ai vu l'étendue des dégâts, à quel point j'étais dans le mépris et le désamour de moi. C'était comme un vide, un puits sans fond à l'intérieur de moi. C'était porteur de beaucoup de souffrance. Parce que pour moi, l'identité négative, ça va au-delà de l'estime de soi. Je vais être crue, là, j'avais l'impression que j'étais une vidange, que j'avais pas le droit d'exister, que j'avais pas le droit d'être. Moi, j'ai été portée longtemps, puis je le vois chez les gens que j'accompagne, les gens dans les ateliers. J'ai été habitée longtemps par la honte toxique. Je suis pas assez, je suis pas suffisante, je suis pas digne d'amour. Et ce que j'avais le plus besoin de recevoir, c'était de l'amour, de la reconnaissance. Mais quand j'en recevais, c'est la honte qui montait. Donc, j'étais piégée. Et ça a été un piège duquel j'ai eu vraiment à me défaire. Mais justement, José, peux-tu nous parler, qu'est-ce qui t'a aidé à te défaire de ce piège-là? Ça a été de commencer à me donner de l'amour. C'est-à-dire d'abord de reconnaître qu'on m'avait pas donné quand j'étais enfant la nourriture dont j'avais besoin. Moi, là, j'avais besoin de pommes, puis on me nourrit au raisin. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis adaptée à manger des pommes,
à me faire à croire que j'aimais ça puis que c'était suffisant pour moi. J'ai même adapté mon système digestif à bien digérer les pommes, mais c'est pas ça que j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de raisins, mais mon milieu familial était pas capable de m'en donner. Donc, plus tard, j'ai décidé de me donner et de me nourrir de la bonne nourriture dont j'avais besoin. Donc, j'ai appris à me donner l'amour, mais en reconnaissant qu'il y avait eu des failles finalement dans ce qu'on m'avait donné. Donc, mon rap dont parlait Bruno précédemment, mon besoin de reconnaissance, d'affection et de protection, c'est quelque chose que j'ai appris à me donner par moi-même. Comment on fait ça pour se donner ça à soi-même? Ben moi, ça a beaucoup passé par la thérapie, par l'aide que je suis allée chercher à l'extérieur. Ce que les gens font beaucoup dans les ateliers, mais aussi par commencer à s'ouvrir à d'autres êtres humains. La clé pour moi, elle est vraiment là parce qu'il y avait une perte de confiance très grande en moi, dans les êtres humains. Et de commencer tranquillement à me livrer dans une zone de confiance à d'autres êtres humains, ça a fait monter la confiance et l'amour en moi. Puis j'ai reçu de l'amour, puis j'ai commencé tranquillement à m'ouvrir à ça. Donc, tout ce qui était des groupes, les meetings, des ateliers, peu importe, la reconnexion à moi a passé aussi par la reconnexion avec les autres. Oui, parce qu'on voit justement dans ce désamour de soi-même, avec toute cette honte qui peut être là aussi, comment justement on se coupe de soi, comment on se fuit. Puis les substances, ça ne fait qu'engendrer encore plus de coupures. Mais c'est long. C'est le travail d'une vie. Tu sais, je l'entends tout le temps, là, tu sais, là, de dire donne-toi de l'amour, aime-toi, puis tout ça. Ouais. J'aime comment tu l'expliques parce que ça donne des outils, parce que honnêtement, tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, je me faisais dire fais-toi plaisir. Hey, je connais une façon de me faire plaisir, puis c'est ce que j'essaie d'arrêter. Ouais, prendre soin de soi. Là. Exact. C'est un concept qui peut être abstrait pour certaines personnes. C'est ça. Puis, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai pas consommé. Puis des fois, je me demande encore comment faire pour m'aimer. Dans mon bureau, personnellement, ça m'arrive avec des participantes. Je vais être plus dans le mode stéréotype, mais que j'entends, ben j'ai l'impression que la seule façon que j'ai de prendre soin de moi, on dirait que les gens me disent, ben là, mets-toi dans ton bain avec des cocombes sur tes yeux, tu sais. On a comme une image un peu abstraite de ce que c'est l'amour propre, de ce que c'est prendre soin de son, ben tu sais, j'aime je pense que c'est Catherine ou Mario qui fait référence à l'enfant intérieur, là. Tu sais, de prendre soin de son enfant intérieur, c'est pas nécessairement là, de se mettre de la crème solaire avant de sortir, là. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'on apprend à donner vie à travers ce qui nous fait du bien, nous. Puis c'est quand même de sortir de l'abstrait puis de l'entendre, ça peut même, j'ose croire, personnellement, ça me créerait une frustration. On leur dire arrête de me dire ça, je le sais puis je sais pas comment. Fait que je dirais que ça générait l'effet inverse. Là. Ouais. Tu sais, des fois, juste commencer à dire non, j'aime pas ça me tente pas, non merci. Juste ça, de commencer à exister dans les relations avec les autres, dans sa propre vie. Tu sais, souvent, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. C'est un effort, hein. Moi, les premières fois que je m'affirmais, sans être sous substance, là, ça vibrait à l'intérieur de moi parce que c'est comme si tout à coup, je me donnais le droit d'exister, d'avoir une opinion, de pouvoir dire que j'étais pas d'accord. Puis ça a l'air niaiseux, là, mais je risquais, moi, parce que ce que j'avais peur, c'est d'être rejetée. Fait que si je dis pas comme tout le monde, puis si j'essaie pas de faire comme tout le monde, on va me rejeter. Fait que c'est un gros risque parce que je suis une méga dépendante affective. Fait que j'ai besoin de ton regard pour exister. Ouais. Fait que c'est dans des petites actions comme ça que tranquillement, l'amour de soi grandit. Mais je pense que ça passe par justement reconnaître ses besoins. Et pour faire du pouce sur ce que tu dis, Josée, hein, quand on dit non à quelque chose, ben on dit oui à autre chose. On dit oui à soi. Et je vois souvent des personnes arriver, et moi, avant, de me dire, c'est quoi que tu aimes, hein? C'est quoi qui te fait plaisir? Et de pas pouvoir, tellement la déconnexion est grande avec ses propres besoins, ne pas le savoir. Et ça prend un temps d'aller regarder, explorer, savoir, oui, ça me fait plaisir. Ou ça correspond à mon besoin. C'est vers ça que je veux aller. Je fais le choix
Ce fameux se choisir, hein, ça fait partie de ça. C'est la prise de risque qui m'interpelle le plus. Un grand défenseur de la vulnérabilité et la définition qu'on se donne, notamment dans l'atelier, c'est la manifestation de notre humanité, une prise de risque, agir avec la peur, faire preuve de courage, ce genre de choses-là. Mais on peut pas nier que dans tout ce qui concerne la dépendance, il y a de la honte à puissance 14. Puis moi, j'ai bien aimé la citation que j'ai retenue un jour qui disait que la honte déteste les mots. Donc, une fois qu'elle est verbalisée, une fois que j'ose dire non, même si je suis persuadé que j'en suis pas digne, même si j'ai honte même de refuser une proposition quelconque, si évidemment elle fait du sens, là, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans qui requiert beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Puis je pense pas qu'on en a à revendre quand on est au plus profond de notre puits. J'ai plus l'expression. De ton gouffre. Moi, je trouve aussi que le fait de refuser d'exister, en tout cas de pas être capable d'exister, ça peut amener toutes sortes de situations. Moi, pendant 15 ans, je pense, non, moins que ça, 10 ans, j'ai fait de l'astronomie et j'ai haï ça. Et j'ai fait de l'astronomie pour plaire à la personne avec laquelle je vivais, pour être aimée. J'ai passé mes soirées, je vais pas dire de gros mots, là, je vais pas sacrer, à checker la lune puis les étoiles dans un cherche-étoiles, et c'est à peu près l'affaire qui me tape le plus sur les nerfs dans la vie. Mais je l'ai faite pour être aimée, pour recevoir de l'approbation. Fait que je me permettais même pas de dire, j'ai pas le goût d'aller me geler les fesses dehors en automne, parce que c'est là qu'il y avait les plus beaux ciels, semble-t-il. C'est là qu'il faisait le plus frais aussi. Pendant 3 heures de temps, à écouter des mordus d'astronomie, ça m'emmerdait. Mais ça va jusque-là, l'identité négative de soi. C'est que ça t'amène à faire des choses que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, parce que ton besoin d'être aimé et d'approuver est plus grand que ton droit d'exister. Fait que c'est quelque chose, là. Moi, ce qui me frappe dans l'image négative que l'on a de soi, c'est que ça passe toujours par le regard de l'autre. Donc, j'existe, j'ai une valeur si l'autre me reconnaît, mais moi, je suis dans l'incapacité de me reconnaître. Et ce que j'aime dans ce que Josée a dit, c'est que on était blessé par la relation, entre autres la relation à nos parents dans l'enfance, mais je crois fortement que c'est par la relation, comme Josée disait, en retournant vers les autres, en communiquant avec les autres, en acceptant que les autres nous reconnaissent. Parce que souvent, on a de la difficulté à recevoir des compliments. On va le nier parce que justement, on n'a pas de valeur de soi. Notre valeur est désajustée. Et ce que je trouve, moi, ce qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'est que je reconnaissais ma valeur au niveau professionnel. C'est au niveau de l'amour que je n'avais aucune valeur. Comme Josée disait, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour avoir l'impression qu'on m'aimait. Et c'est en commençant à m'aimer par des petits gestes, comme Bruno disait, que j'ai réussi à mettre une limite à ce qui devenait inacceptable en amour. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que je refais ce que j'avais fait à 30 ans? Non. Parce qu'aujourd'hui, Mario s'aime suffisamment pour pouvoir être seul avec lui-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de soi. Parce que c'est quelque chose, j'entends souvent encore ce matin, j'étais en consultation, mais ma cliente a dit, penser à soi, c'est égoïsme. Mais si je me donne l'amour, je vais mieux vous aimer. Mais si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Donc, je deviens très, très, très dépendant du peu d'amour que l'autre peut me donner. J'accepte les miettes au lieu d'accepter un tout. Moi, j'ai cru ça longtemps, en fait, que prendre soin de soi, c'était égoïste. Tu sais, dans ma difficulté à exister avec mes besoins, avec mes couleurs, avec qui j'étais, moi, j'allais chercher ma valeur dans le fait que j'étais donc bien facile à vivre, puis j'avais pas ça, moi, des besoins. Puis, tu sais, j'étais simple, j'étais une fille simple, tu sais, c'est sûr. Moi, je disais toujours comme toi, je disais toujours oui, ça me tentait tout le temps, tout était correct, tu sais. Mais en réalité, j'existais pas en tout. Avec mes besoins, je les ressentais même pas. Je les ressentais même pas. Ça existait pas parce que c'était trop risqué pour moi aussi de ne pas me faire aimer, de me faire abandonner, de me faire rejeter. Fait que j'allais pas là. J'allais pas là. Moi, ce qui était confrontant, c'est que je me suis fait avoir la première journée où j'ai travaillé ici à l'unité Norémie. Quand Mario a mis de l'avant que parfois on a même de la difficulté à accepter les compliments
outre professionnel, mais moi, c'était même au niveau professionnel. Puis je me souviens, j'étais avec Catherine, puis c'était une de mes premières présences aux ateliers. Puis on parle justement d'estime de soi, puis de cette capacité-là à recevoir les compliments. Puis à la fin, Catherine me piège et elle me dit, ben beau travail, Sébastien, puis super, t'as été parfait. Puis moi, de répondre, non, c'est rien, c'est un travail d'équipe. Alors Catherine me regarde, me dit, ben là, tu viens de tomber dans le piège, tu viens exactement de démontrer ce que j'essaie, ce qu'on discute depuis le début de l'atelier, puis spontanément, je m'en suis pas rendu compte. C'est cette tendance-là à tout le temps rationaliser les commentaires positifs parce que, ben moi, c'était ce désir-là de pas paraître arrogant, puis pas paraître hautain, puis de partager vraiment le crédit de ces accomplissements-là. Alors, Catherine, d'après moi, elle voyait dans l'avenir, elle savait que ça servirait d'anecdote aujourd'hui. Alors, en août 2020, en pleine COVID, presque 3 ans plus tard, on en reparle. Puis moi, ça m'avait frappé à quel point ça mettait de l'avant une facette de ma personnalité sur laquelle je voulais travailler. Mais j'avais vu dans l'avenir, oui, que tu serais sur ton X ici. À voyer à long terme, Il vous ça? l'est. Moi, tu sais, je parlais tantôt de la colère, tu sais. Dans ma grande maturité émotionnelle, moi, quand j'accomplissais quelque chose, il fallait que ce soit reconnu. Puis c'était jamais assez reconnu. Donc, ce que j'utilisais, c'était la colère pour dire aux gens, reconnaissez-moi à la valeur que je le mérite. Ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. De l'autre côté, quand il y avait un échec, ben là, je me dépêchais à trouver un coupable autre que moi, tu sais. Fait que là, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu dans le même sens que José, Mario et Geneviève disaient. Mais moi, au lieu de revirer ça contre moi, je revirais ça comme en colère. Mais c'était contre moi quand même, là. C'était contre moi quand même. C'est juste que la colère, c'est une démonstration de force. Fait que, ouais, le manque de reconnaissance, mais tu sais, c'est un trou sans fond, là. Tu sais, il n'avait jamais assez. Moi, je réalise beaucoup que quand on a une identité négative de soi, on se définit beaucoup par ce qu'on fait. Et on accorde énormément d'importance à ce qu'on fait. Et c'est là où on va se juger aussi énormément. Donc, un peu comme tu viens de dire, Bruno, si on n'est pas parfait, si on n'est pas sur la coche, comme on n'a pas d'assises, on n'a pas de fondation, on n'a pas une image réaliste de qui on est, hein. Notre solage est comme tout craquelé, puis on se définit vraiment sur ce que je fais. Fait que si une journée, j'ai une action qui est pas à la mesure de ce que je voudrais, ben automatiquement, je retombe dans mon identité négative de moi, dans mon infériorité. Fait que t'imagines-tu la pression qu'on se met de toujours rester comme parfait? On sait que la perfection, ben c'est impossible à atteindre. Donc, c'est la progression qu'on recherche, c'est pas la perfection. Mais l'identité négative nous amène beaucoup, puis à juger les autres aussi sur ce qu'ils font. Et on n'est pas ce qu'on fait, parce que si on était ce qu'on fait, ça veut dire qu'on pourrait pas du tout changer ce qui est faux. Fait que ça amène toutes sortes de complications avec soi-même, mais aussi avec les autres dans nos relations. Moi, dans le témoignage de Bruno, on voit comment même de voir trop grand la personne comme il n'est pas amène justement à être parfait, amène une pression dont tu as parlé. Et d'un autre côté, où ce qui t'était renvoyé comme image, c'était que tu faisais pas ce qu'il fallait. Mais ça met dans un attachement insécure par rapport à ça. Et donc, c'est comme, on n'est pas assez, on veut toujours correspondre à l'image extérieure au lieu de revenir à soi et d'accueillir. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord, hein, pour dire que pour travailler l'estime de soi, ça passe par s'accueillir et s'aimer tel que l'on est. Mais pour ça, ça demande de revenir à se voir, de lâcher l'image qu'on peut avoir de soi et de idéaliser et de revenir, ben c'est là que je suis, puis j'ai le droit d'être comme je suis, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit de m'aimer, d'être dans la vie, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle des erreurs, ce que l'extérieur appelle des erreurs, mais qui sont en fait un apprentissage. On se construit une armure, je veux dire. Il y a un prix à payer à pas être en mesure on veut pas donner accès à cette faille, à cette faillibilité. Ça existe?
Des fois, j'invente des mots, là. Mais on veut pas donner accès à ça. Donc, on se construit une armure, des mécanismes de défense qu'on met en place, qui sont nombreux, qui sont parfois même inconscients, jusqu'à temps qu'on laisse tomber ça, peut-être pas du jour au lendemain. Comme Bruno a dit tantôt, ça se passe pas tout de suite, immédiatement. Ça prend du temps. Et rappelons-nous que les personnes aux prises avec une dépendance, ils veulent tout de suite. Maintenant, avec un mot que je peux pas dire en nombre. Le TTT. TTT, hein? Il y a une version non censurée de ça. Répète ça, Bruno. C'est tout de suite torieux. Ouais, c'est la version gentille. Mais ultimement, il y a cet aspect-là. Puis je pense qu'une fois qu'on baisse les armes, qu'on prend conscience qu'il n'y aura pas toujours des gens pour nous s'en servir contre nous. Il y a des gens qui, au contraire, vont nous apprendre à se réapproprier ces armes-là pour s'en servir à bon escient. C'est un petit peu notre mission aussi, hein, de redonner aux gens leur pouvoir d'agir. Ouais, puis ça prend, moi, je trouve, à un moment donné, une bonne dose de courage. Puis c'est là où c'est important d'avoir un filet, d'avoir des gens autour de nous. Parce que ces comportements-là, ça a été des mécanismes de survie et de protection. Puis de les lâcher, c'est-à-dire d'arrêter de se voir dans le regard de l'autre, d'aller chercher l'approbation dans le regard de l'autre. Ça nous a servi, dans nos familles dites dysfonctionnelles, à survivre, à se faire une identité. Fait que lâcher ça, c'est comme lâcher la bouée qui m'a sauvée. Fait que s'il y a rien en dessous de ça, c'est la panique. Fait que c'est là que ça demande de la confiance puis du courage. Puis quand j'ai un entourage, hein, quand je suis allée me chercher des outils adéquats, mais c'est plus facile aussi parce que je suis pas tout seul pour faire face à ça, à cette espèce de vide-là que je peux temporairement ressentir dans mes nouveaux apprentissages, mes nouveaux comportements que je vais développer. Je pense qu'on pourrait parler de ce sujet pendant fort longtemps. Ceci dit, mais on s'est mis comme un certain temps, puis pour vous exposer ça, si vous avez bien sûr envie d'en savoir plus ou de continuer à travailler ça, ben nous sommes là, notre porte est ouverte 6 jours sur 7. Et donc voici venu le moment de notre boîte à outils. Hein, on avait le goût, chacun, de vous partager des petites pratiques vraiment très, très simples pour améliorer justement votre estime de soi. Alors moi, ce que j'offre ou que je suggère comme outil, c'est de prendre des petits risques dans des milieux protégés, dans des milieux où je me sens aimée, comme particulièrement les ateliers ici, pour commencer à me dévoiler, à me nommer, à donner mon opinion, à m'affirmer, à prendre ma place. Juste lever la main pour dire « Ah, moi, j'aimerais partager quelque chose ». Commencer à petits pas à se donner le droit d'exister quelque part dans sa vie. Moi aussi, j'aurais un outil. 2 mots, en fait. Bien oui. Ben oui. C'est ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est l'acceptation de moi, c'est de connaître mes processus, mes fonctionnements, de se découvrir soi-même, puis après ça, d'accepter qu'on a ces fonctionnements-là. Puis ces 2 petits mots-là, je m'y répète souvent. Tu sais, quand je fais quelque chose, qui peut, sur lequel je peux me juger, par exemple, ben je vais dire, ben oui, j'ai fait ça. Ben oui, j'étais mal à l'aise à ce moment-là, j'ai réagi de cette façon-là. Ben oui. T'sais, ça m'aide à m'apporter de l'acceptation, puis accepter que ben je suis pas parfaite, puis des fois je fais des erreurs, puis socialement ben ça peut être perçu de telle et telle façon. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Ça tient bien. C'est un peu dans la même lignée en ce qui me concerne. Tu sais, il y a une citation qui m'a vraiment marqué. Je suis quelqu'un qui est très imagé, puis ça elle m'a gardé. On peut pas partir d'un endroit duquel on n'est pas arrivé. Donc, quand quelqu'un met de l'avant une erreur qu'il a fait, un pas qui a pris dans la mauvaise direction, quelque chose qui est source de culpabilité, qui est source de honte, eh bien, j'avais toujours cette personne-là à dire, bon, mais c'est de là qu'on part. Parce qu'on ne pourra jamais changer un comportement qu'on ne voit pas comme étant problématique ou qu'on n'admet pas comme étant produit. Donc, je trouve que ça rejoint Geneviève. Ben oui, j'ai commis une erreur. Ben oui, j'ai fait quelque chose de grave. Pas pour se complaire et se déresponsabiliser. Bien au contraire, c'est pour prendre connaissance de ce qui s'est passé, de s'intéresser à ce qui vaut la peine de s'intéresser pour justement éviter de tomber dans la culpabilisation qui frôle même des fois la victimisation, qui prône pas la vraie responsabilisation qui est vraiment intégrée, qui est profonde. C'est-à-dire, ça s'est produit, j'ai ma part de responsabilité, ben oui. Ça, c'est comme un remix avec Jen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, ça part encore une fois de l'acceptation. Je libère l'énergie,
je me mobilise vers la réparation ou vers l'ajustement de mon comportement. Moi, j'ai le goût de vous proposer quelque chose que j'ai déjà fait. Toujours basé sur ce qu'on vient de dire, qu'une estime saine de soi correspond à se voir et s'accueillir et pourquoi pas s'aimer, mais tel que nous sommes. Il y a déjà quelques mois, j'ai fait des petites capsules audio qui se trouvent sur notre site web à l'onglet Outils, sur le bouton Conscience de soi. Puis il y en a deux petits audios un qui s'intitule « Et si vous étiez assez tel que vous êtes ?» et l'autre « Je suis quelqu'un de bien ». Ce sont des petites capsules qui sont basées sur des outils de neurosciences et d'induction de ressources. Donc, pour pouvoir induire en soi, justement, ces sentiments-là, au plus on les écoute, au plus ça crée des nouvelles traces neuronales intérieures et donc ça peut changer petit à petit notre état en plus de pratiquer tout cela. Je me permets l'intervention dans la boîte à outils. Pour ma part, on est des êtres humains. J'ai un pitou chez nous. Je ne sais pas s'il y a des émotions, mais je sais que moi, j'en ai. Tu sais, il doit en avoir lui aussi, là. Mais toutes les émotions que je ressens sont correctes d'être là. Fait que, même si est désagréable l'émotion, c'est correct quand même qu'elle soit là. Ensuite, peut-être oser mettre un mot dessus puis le partager à d'autres êtres humains pour me faire dire à un moment donné, moi aussi, j'ai déjà vécu ça, tu sais. Ça, pour moi, ça a été, c'est encore d'ailleurs un outil super important vers un chemin semblant de chemin d'acceptation. Moi, pour faire du pouce sur ce que Josée a dit, j'aime beaucoup l'idée de prendre des risques. Et un des outils que je pourrais vous donner pour prendre des risques, c'est d'aller voir les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, parce que on a souvent, à cause de l'image négative de soi-même, on regarde tous les mauvais coups qu'on a faits. Mais on a fait des bons coups aussi. Et quand on regarde nos bons coups, ça nous permet de nous propulser à prendre davantage de risques. Fait que moi, je vous inviterais à prendre un risque en regardant les ressources que vous possédez déjà. Intéressant. D'être objectif aussi, qui touche à un autre aspect qu'on va peut-être aborder plus tard. Alors, comment avez-vous vécu, j'ai envie de vous demander, comment avez-vous vécu ce deuxième enregistrement? Personnellement, je trouve qu'il y a un concept qui est revenu énormément, qui est l'accueil, l'acceptation. Je trouve que c'est ce que je retiens, moi, de ce qui a été discuté brièvement là, en quelques minutes. Il y a beaucoup de solutions qui sont tournées vers ça. Puis je pense que c'est un problème universel. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Que ce soit quelqu'un qui est en rétablissement, que ce soit un intervenant. Je vous disais dans le dernier podcast à quel point j'ai l'impression parfois qu'on vit avec le mythe d'être parfait, d'être infaillible, d'avoir tous les trucs. Eh bien non. Parfois, on se mésestime, même si on est à différents stades de nos vies, dans différents contextes. Alors, je trouve qu'il y a une forme d'humanité qui ressort de par le fait qu'on est 6 personnes aux prises avec nos propres défis qui tournent autour de l'identité négative. Fait que c'est ça qui me frappe. Moi, je trouve qu'on est des très belles bibites, les êtres humains. J'ai beaucoup d'amour pour les êtres humains, puis j'en ai maintenant pour moi. Puis moi, ce qui a monté tout le long du podcast, c'est l'acceptation de notre condition humaine. On est des êtres faillibles, imparfaits et limités, dans le sens qu'on est contraints à l'erreur, qui ne sont pas des erreurs, mais des expériences. Puis quand on accueille ça de soi, mon Dieu, que les choses sont plus faciles pour nous, mais aussi pour nos relations avec les autres. Ben pour moi, le podcast, c'est un petit peu ce que je vis depuis que j'ai commencé à me rétablir. Ce qui veut dire que j'ai eu l'impression, c'est ce matin au podcast, c'est qu'il y a un échange. Et pour moi, cet échange-là, que ce soit avec le podcast ou avec d'autres humains, c'est toujours une occasion pour grandir, pour apprendre, pour en savoir plus, non seulement sur les autres, mais sur moi-même aussi. Fait qu'encore ce matin, en écoutant Josée, Geneviève et vous tous, j'ai encore appris des choses. Donc, ça me permet, moi, le podcast et ce qu'on fait, de
continuer la relation avec les autres pour que je puisse, moi aussi, en tant qu'être humain, continuer à m'épanouir. Moi, ce que je retiens, c'est à quel point sortir de l'isolement, ça fait du bien. De partager ensemble sur ce qui nous touche tous, l'estime de soi, que ce soit de façon sporadique ou plus identitaire, ça nous touche tous à certains moments. Puis le fait d'en parler, de partager nos outils, de dire « Hey, moi aussi, ça m'arrive », puis ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de le partager, ça libère aussi cette charge-là. Ben moi, je vais y aller. Ben j'ai adoré l'expérience, honnêtement. Il y a beaucoup d'émotions qui ont monté. Merci à tout le monde. Puis là, Merci à toi, Bruno. Comme je suis pas encore guéri, j'ai encore besoin de reconnaissance. C'est moi l'invité. J'aimerais ça que vous m'applaudissiez. Tu veux-tu une carte chouchou comme tout le monde en parle? Oui, je pourrais faire ça. Est-ce qu'on t'a suffisamment applaudi? Oui. Et je pense qu'on peut tous s'applaudir et les personnes qui nous écoutent aussi, de s'être donné justement ce moment d'écouter ce podcast, c'est commencer à se choisir aussi. C'est commencer à prendre soin de soi et à s'aimer. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir personnellement à faire ce podcast, malgré, désolé, ma voix un petit peu rocailleuse qui traduit une certaine fatigue. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur à partager ces moments avec vous. Et je pense que c'est certain qu'on peut dire qu'on va continuer à mettre nos ressources en œuvre pour enregistrer d'autres épisodes qu'on va vous préparer. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté t'attend. L'équipe est là pour vous, au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web www.donremystetherese.com. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. À bientôt.